Rebonjour. Bonne arrivée pour cette autre formation, cette autre Bonjour. session où nous allons aborder le module 2. Et comme nos règles, nous avons décidé la dernière fois que tous ceux qui seraient en retard, naturellement, paieraient 2000 francs. Et donc, avec comme notre caisse ou notre dépositaire de caisse, c'était Boudian qui devait encaisser. Mais lui-même, ouais, là, il est là. OK. Et donc, Et je pour suis, cette. Oui, je je t'ai suis vu prêt, hein, je peut-être. suis prêt. Je peux vous communiquer mon numéro Wave. D'accord. D'accord. Vous voyez mon écran, je suppose. Ouais, Oui, on voit bien, on voit bien. D'accord. Oui, on voit bien. Donc, nous retrouvons aujourd'hui pour notre quatrième séance Zoom, première séance pour le module 2. Nous allons toujours respecter nos différentes règles qui sont de venir à 9 heures et finir à 11 heures. Les règles de prise de parole sont toujours d'actualité. Il serait intéressant de lever la main et de couper son micro lorsque vous n'avez pas la parole. Être dans une pièce calme, ouais, depuis le début, nous nous retrouvons tous dans des pièces calmes. Il y a quand même un bon silence qui nous permet de bien travailler. Et aujourd'hui, pour le module 2, nous allons parler de la budgétisation de l'entreprise. C'est vrai que nous allons, dans le cadre des accompagnements à la certification ou des diagnostics ou audits des entreprises, nos activités débouchent sur des plans d'action. Et pour l'implémentation de ces plans d'action, naturellement, l'entreprise est appelée à faire des dépenses, à mettre en place ces actions-là, à faire des investissements. Et donc, derrière, la question, c'est de savoir est-ce que l'entreprise en elle-même, en interne, elle a assez de fonds pour faire ce travail, ou bien est-ce qu'elle va faire des emprunts, ou d'où viendront en fait ces ressources. Et donc, il est intéressant pour ces entreprises-là, naturellement, de connaître en fait clairement ce qu'elles ont en situation T où elles ont leur plan d'action. Et donc, derrière, l'élément, un des éléments ou un des indicateurs pour ces entreprises sera le budget qu'ils ont en interne. Et donc, derrière, ce thème-là nous permettra, en tant que consultant, en tant qu'expert, de naturellement donner des éléments à l'entreprise pour pouvoir se décider par rapport au référentiel qu'elle décide de faire. Mais pour entrer dans le vif du sujet, nous allons toujours passer par notre activité de brise-glace. Aujourd'hui, la dernière fois, nous avons compté de 10 à 1, mais aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur une île. Donc, c'est le week-end, hein? Donc, Brian Traoré, c'est le week-end. Nous allons nous retrouver sur une île où nous allons rester bloqués sur une île. Donc là, je vous demande de me suivre sur une île où nous resterons bloqués pendant tout le week-end. Qu'est-ce que vous allez emporter? Mba, qu'est-ce que tu emporteras sur l'île? Sur Traoré l'île, également. Mais donc, en une minute, vous me donnez votre point, éventuellement vos différents arguments avec les justificatifs nécessaires. Donc, oh, la parole est ouverte. d'accord. Je vais commencer. Pour Oui, aller sur l'île, vas-y, pas. je vais préparer mon casse-croûte pour la journée, une bouteille d'eau, euh, être bien chaussé et peut-être aussi un gilet de sauvetage au cas où on sera amené à entrer dans l'eau. Et je ne sais pas, mais on peut continuer. D'accord. Donc, Béa, Mba te passe la parole. Mais faut prévoir un maillot de bain. D'accord. Faut prévoir un maillot de bain en plus. Et pas de D'accord. En plus, téléphone surtout. ok. D'accord. Donc, Béa, Ah, alors, moi, quelle je pense autorité, que
Oui, Sanou, Hassan? Oui, moi, en fait, je vois qu'il faut une trousse de secours et de quoi vivre au moins pendant 2 jours. Comme ça, en cas de situation, en fait, on peut. Voilà, on a le temps de te retrouver sans que vous mourrez de faim. Voilà. D'accord. Autre commentaire? Oui, moi, j'emporterai en plus de tout ce qu'ils ont dit. Voilà, donc tout ce qu'ils ont dit, hein, moyen de bain, etc. Bon, un kit de premiers soins. Un kit de premiers soins. Et moi, j'emporterai quand même un téléphone. Lisa dit qu'il ne faut pas emporter le téléphone. Moi, j'emporterai un téléphone. Et j'emporterai de quoi faire une grillade. Voilà, un fourneau avec un peu de charbon. Voilà, je peux griller le poisson. D'accord. Ouais. Commentaire de Traoré. Dernier commentaire? Oui, moi, mon souci, c'est que objet est au singulier. Donc, en principe, c'est un seul objet qu'on doit apporter en priorité. D'accord, donc c'est longtemps quel est l'objet? Moi, si c'est ça, c'est l'eau, de l'eau. Tout Ah, simplement, de l'eau. D'accord. suffisamment d'eau. D'accord. Donc, juste après la formation, je passe vous chercher pour l'île. D'accord, c'est bien. Donc, on va poursuivre. Et donc, à la fin de ce module, vous devez être capable d'identifier les différentes budgétisations agricoles, établir un budget agricole pour les différentes activités économiques d'une entreprise, comprendre la budgétisation des immobilisations et ses implications sur leur investissement et appliquer le concept de capacité de production. Donc, Claude, tu prends le relais. Je rappelle aussi que ce matin, Claude a quelques problèmes dans la ville Non, où il c'est est. bon, c'est revenu. Le courant est revenu, d'accord. Okay. Oui, oui, il y a eu des ondes positives qui sont venues. Les dieux de la connexion étaient là. Donc, tous les dieux sont rassemblés. Donc, très rapidement, on va commencer par cette journée par ce sondage. Donc, on a préparé un sondage où on va proposer un ensemble de définitions et il sera question pour vous de voter pour chaque définition, celle qui est le mieux. Donc, si tu peux défiler les 4 prochains slides pour que je puisse, avant que je ne lance le sondage. Alors, Julien, tu m'écoutes? Donc, OK. Donc, je vais lancer le sondage. Normalement, ça doit apparaître sur votre écran pour que vous puissiez voter. Normalement, tout le monde a le sondage devant son écran. Donc, il s'agit de sélectionner le thème qui correspond le mieux à la définition qui est proposée. Donc, on a 7 personnes qui ont pu répondre à la première question sur 14.
On a un participant qui a fini, qui a répondu à toutes les questions. Bonjour. Moi, c'est une seule question. Bonjour. C'est une seule question que j'ai vue, hein. Je ne vois pas les autres questions. Ça ne défile, il n'y a pas une barre de défilement. Non, Quand j'ai cliqué sur la première question. on a voté sur une seule question, on ne voit plus rien d'autre. Hein. Voilà. C'est comme chez moi. Je n'ai vu qu'une seule question Moi aussi, et j'ai répondu. j'ai répondu à la première question, je ne vois pas d'autres questions. Il faut faire défiler. Il faut faire défiler. Faites Il faut faire défiler. défiler. Faut faire défiler. Donc, une fois qu'on a cliqué Je sur vois, la il y en question, a. là, c'est parti, le truc est parti. Non, actuellement, il n'y a même pas de. En tout cas, bon. Dès qu'on a cliqué sur la réponse nette, l'onglet est parti. Qu'est-ce que je fais? L'onglet est parti complètement. Ouais, ouais. Parti. Ouais. Je vois qu'il y en a qui ont pu répondre à deux. Il y en a qui ont pu répondre 3 questions. Bon. Est-ce que je dois arrêter et reprendre? Qu'est-ce que je fais? Bon, ce que je fais, j'arrête le sondage et puis on va rentrer peut-être au slide là, et puis on va changer un peu autour des propositions de réponse de toute façon. C'est pas grave. Donc, je crois que vous devez voir mon écran là. Oui, l'écran de Claude, oui. Oui. D'accord, super. On dit déjà. Donc, la première définition qui nous suggère un élément de réponse. Oui, je peux. Oui, monsieur Mbalé. Il s'agit d'estimer le résultat et le rendement d'une partie de l'entreprise, c'est-à-dire une ou quelques activités. Budgétisation partielle, la proposition. D'accord, super. D'accord. Est-ce que vous pouvez Je suis d'accord aussi. vous appuyer sur la notion de partie, une partie d'activité, c'est ça? Oui, exactement. Donc, comme on a dit une partie, donc voilà, c'est lié, c'est partiel, quoi. D'accord, super. En fait, c'est exactement ça, c'est une budgétisation partielle. Maintenant, la deuxième question. Oui, Ulrich. Monsieur Tiako, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un souci avec la définition là. Et c'est vrai que nous sommes à l'école Oui, des je adultes, reviens dessus. on s'appuie vraiment sur les connaissances déjà assises. Et moi, j'ai un souci quand on parle de budgétisation et qu'on évoque des éléments comme le résultat, comme le rendement. Moi, ça me Vous avez quel souci? dérange parce Quel est le que souci? ce que je savais jusqu'à présent,
c'est que la budgétisation est liée aux questions de, c'est des questions financières, c'est des questions de dotation d'un montant à des activités ou à des tâches. Et du coup, quand on parle de résultats, qui est une question qui sont des indicateurs de l'économie et des questions de rendement qui font référence à la technique, moi, de ce que je connaissais, ça me dérange un peu, je ne comprends pas. Ça vous pose un problème. Ça me pose un problème parce que Oui, il n'y a pas de budgétisation, que je souci. fais jusqu'ici, c'est le volet financier. C'est affectation des ressources financières à des choses qui ont été choisies. Maintenant, quand on dit estimer un résultat, qui est l'économique, le rendement, qui est le technique, je me pose des questions. Ça, moi, en fait, ça vient choquer ce que je savais jusqu'à présent. Donc, c'est une question pour moi. Comment est-ce que quel est le lien tout ça? D'accord. Bon, on est un peu dans... La notion de rendement existe aussi en finance. Mais là, on parle de rendement des capitaux investis. Et par capital, on entend, en économie, on parle de travail. On entend matériel de production. En économie ou en finance, quand on parle de rendement, l'argent est comme un moyen pour atteindre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que des actionnaires qui vont investir attendent un retour ou des intérêts, ce qu'on appelle communément dividendes, qui en fait est une rémunération de l'argent qu'ils ont placé dans l'entreprise. Donc, on parle également de rendement. Par analogie à ce que quand ils ont placé de l'argent ou ils ont investi, comme on dit couramment, ils attendent forcément une rémunération ou un accroissement de richesse, d'où la notion de rendement en finance comme en économie. C'est bon? Richie, tu peux ouvrir ton micro, vu qu'on discute un peu ensemble pour lever Allô? l'équivoque. Oui, Oui. en fait, ce que vous expliquez, je comprends. Mais est-ce que le fait qu'il veut prendre en compte les performances ou les rendements quand je dis performance ou rendement d'un montant d'argent investi ou affecté à une tâche, est-ce qu'on est encore dans la budgétisation à ce moment-là? Quand on est en train de se questionner sur l'argent que je vais... Oui. OK, d'accord. On y On va le voir arrive. plus On y devant. arrive. D'accord. OK. D'accord, on y arrive et je te suggère de me donner la réponse à la fin de ce module. Tu me diras si tu penses qu'on est toujours dans la budgétisation à la fin de ce module. Puisque c'est un questionnement interne dont on pourra débattre à la fin vu les éléments, les éléments que tu auras regroupés. D'accord? D'accord, d'accord, monsieur Thiago. Voilà. Maintenant, il y a aussi un élément que tu as dit, le résultat. En fait, le résultat, il peut avoir trois états. Il peut être nul, c'est-à-dire zéro, c'est-à-dire que c'est équilibré. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas. Il peut être excédentaire, c'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle couramment un bénéfice. Il peut être négatif, c'est-à-dire que vous avez fait une perte. Donc, la notion de résultat ne vous choque pas. Le résultat n'est que une comparaison entre d'où les produits que vous avez, c'est-à-dire que d'où provient l'argent que vous réussissez à générer, et les charges, c'est-à-dire que les dépenses que vous avez effectuées vous donnent forcément un résultat qui peut avoir trois états. Il peut être excédentaire, c'est-à-dire que vous avez fait un bénéfice. Il peut être nul, c'est-à-dire il est égal à zéro. Il peut être négatif, c'est-à-dire que vous avez fait une perte. Et quand on parle de budget, si ce n'est pas la source d'équilibrage de votre budget n'est pas de la vente ou de la commercialisation, vous devez trouver des sources alternatives. D'où quand on parle de budget, on dit toujours il doit être équilibré en recettes et en dépenses, c'est-à-dire il doit être nul. Donc quand on parle de résultat, c'est souvent dans ce sens-là. Donc ça ne vous perturbe pas la notion de résultat telle qu'elle est couramment utilisée. Donc, je propose qu'on passe donc, s'il n'y a pas, on passe à la prochaine définition. Donc, la seconde définition, j'étais où? Ouais. La seconde définition, c'était celle-ci. Peut-être qu'on laisse quelques secondes, puisqu'il y en a qui n'ont pas prêté.
pour des questions techniques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer de donner l'élément de réponse? La réponse C. Voilà, Oui, pourquoi? la réponse c'est La réponse C. c'est budgétisation des flux de trésorerie. C'est bien la réponse C. La réponse C de la question. D'accord. Est-ce que vous pouvez motiver l'élément de réponse? Parce que on parle d'entrée et sortie. Donc ça indique un flux, quoi. Entrée et sortie de trésorerie. D'accord, ok. Donc, oui, exactement, c'est flux de trésorerie. Et l'élément central ici, c'est justement entrée et sortie de flux de trésorerie. Par contre, par le flux de trésorerie, on fait référence au mouvement d'argent, en fait, au mouvement de la caisse. C'est pour ça qu'on parle de... Donc, quand vous avez parlé, on va vous parler de flux de trésorerie à chaque fois. Pensez à la fois à, je ne sais pas moi, votre compte banque, votre compte caisse. Peut-être si vous avez des comptes Orange Money, c'est-à-dire des moyens de paiement électronique. Chaque fois qu'on parle de flux de trésorerie, ce sont ces comptes-là ou ces éléments-là qui seront sollicités. Et puis, on verra bien quelle est la corrélation entre tous ces éléments-là dans le cadre de le présent module. Donc, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On va passer à la prochaine définition. Naturellement, je laisse découvrir une seconde. Et puis, vous me proposez l'élément de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'élément de réponse? Réponse B, budgétisation de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. D'accord. OK. Et ça pourrait pas être la budgétisation complète? Bon, ça peut être complète aussi. Hein. C'est ça. On dit résumé, classifié et détaillé des principales caractéristiques. Bon, en tout cas, moi, je prendrais aussi le D, quoi. Le D. Allô, monsieur Tiako. Oui, moi, je pense que ça se... Moi-même, je me suis questionné B ou D, mais je pense que comme la définition dit, c'est un résumé là, ça peut être la budgétisation complète. Donc, du coup, par défaut, on vient au B. Je pense que comme c'est un résumé et qu'on parle des caractéristiques physiques, financières de l'ensemble de l'exploitation, je pense que c'est une budgétisation complète. OK. Oui, pour moi, je pense que c'est une budgétisation de l'entreprise, réponse B, parce que on parle des principales caractéristiques propres à l'entreprise. D'accord. D'autant plus que je pense que c'est un résumé. Donc, un résumé ne peut pas être complet, à mon sens. Madame Fall, vous voulez... Madame Fall, allez-y. Oui, moi aussi, je rejoins donc la réponse de Olisso. Donc, il dit que c'est la budgétisation de l'entreprise. Donc, la réponse B. Donc, parce que d'après le... Donc, vous avez dépassé ce que j'étais en train de lire là. La définition. J'ai fait exprès de passer à la question suivante, à la définition suivante. Les deux, j'ai fait exprès pour que vous puissiez lire aussi celle-ci et voir et vous décider. D'accord. Parce que là, il ne s'agit pas d'une budgétisation complète, mais seulement de l'ensemble de l'entreprise, donc de toutes les activités bien détaillées. Donc, je pense que c'est la réponse B.
Je peux prendre la parole? Oui, monsieur Diouf. Moi, celle-là, je pense que c'est le D. La définition numéro 4, je pense que c'est une budgétisation complète. Et la définition 3, c'était le B, budgétisation de l'entreprise. Parce que on dit que c'est un état de ce que l'on attend généralement d'un ensemble. Donc, c'est l'ensemble des productions particulières. L'autre, la production d'une quantité spécifiée de produits. Il s'agit d'un état de revenus, de l'ensemble des revenus, de l'ensemble des dépenses. Donc, c'est complet. Il y a les ressources, les ressources engagées ou les intrants, et il y a les extrants. Donc, pour moi, c'est le D, budgétisation complète. Merci. D'accord. Quelqu'un d'autre veut... Quelqu'un d'autre veut contribuer? Émilie, aussi pour la question 4, c'est budgétisation complète pour moi. Et puis pour la question 3, c'est budgétisation de l'entreprise. Parce que dans une entreprise, on peut faire une budgétisation complète d'une partie. Oui, donc c'est ça qui fait que je choisis pour le numéro 3, budgétisation de l'entreprise, selon la définition. Oui. Ce n'est pas une budgétisation complète, mais de l'entreprise de façon générale. D'accord. Oui, alors j'avais la main levée, mais vous ne m'avez pas donné. Oui, allez. Oui, alors. Oui, maestro. Oui, Et puis on alors, va passer à Madame Fade qui a main levée. Ok, merci beaucoup. Mais moi, pour la question numéro 3, je pense qu'il s'agit d'une budgétisation complète parce que la budgétisation de l'entreprise n'est pas... elle ne spécifie pas si cette budgétisation est complète ou pas. Alors, quand nous parlons de budgétisation complète, cela intègre tous les aspects de l'exploitation, ou bien tous les aspects de l'entreprise agricole. Voilà, que ce soit les aspects financiers, les aspects physiques. Voilà, donc je pense pour moi que c'est la meilleure réponse pour la question 3. Donc, budgétisation complète. Voilà. D'accord. Bon, Madame Fall? Oui, donc je continue sur la même lancée. Donc, pour la question 3, c'est toujours la budgétisation de l'entreprise parce qu'il s'agit des caractéristiques physiques et financières, comme l'a dit tout à l'heure le maestro. Donc, ce n'est pas seulement un produit donné, ce n'est pas de façon complète également, mais il s'agit seulement des caractéristiques physiques et financières de l'ensemble de l'exploitation. Donc, c'est l'entreprise en tant que telle. Et pour la question 4, on a parlé d'un produit particulier. Donc, pour la question 4, ce n'est pas de façon complète, ce n'est pas tous les produits de l'entreprise, mais il s'agit seulement dans la production d'un produit particulier. Donc là, cela peut être une budgétisation partielle ou bien de l'entreprise toujours, mais pas de façon complète parce qu'il ne s'agit pas de tous les produits de l'entreprise. Moi, je l'ai compris ainsi. Merci. OK. Oui, M. Sam. Bon, selon moi ici, pour la question 3, je pense qu'il s'agit de la budgétisation de l'entreprise. Parce que là, on parle de l'ensemble de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. Je me dis que si on parle de l'ensemble de l'exploitation, ça concerne toute l'entreprise en fait. Voilà. Et pour la question 4 là, je pense que là, c'est une budgétisation complète. Parce que c'est vrai qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un produit particulier. Mais je pense que pour ce produit particulier-là, on prend, en fait, on budgétise du début jusqu'à la fin, peut-être de la production ou en tout cas jusqu'à la vente même du produit. Et là, je me dis que là, la budgétisation est complète, quoi. Ça va du début jusqu'à la fin, à mon avis. D'accord. OK. Bon, je pense qu'on va arrêter et on va essayer d'échanger. D'accord. L'intérêt de cette nuance-là, c'était de vous faire voir que quand on est dans un processus, la mise en place d'un plan d'action,
faut bien intégrer que sa réussite dépend d'autres éléments. C'est-à-dire que quand vous valorisez votre plan d'action, si vous vous limitez juste à ce pourquoi vous faites, c'est-à-dire que la norme sur laquelle l'entreprise va s'engager, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses n'entrent pas forcément dans votre plan d'action, mais qui ont une incidence. C'est-à-dire pour la question 4, par exemple, l'action 4 parle en fait de la budgétisation de l'entreprise. C'est ça la réponse, la budgétisation de l'entreprise qui se focalise sur une activité. Mais maintenant, autour de l'activité, vous avez d'autres éléments qui sont connexes et qui entrent en droite ligne avec les dépenses ou l'ensemble des engagements qu'aura à prendre l'entreprise. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous avez par exemple des participations à des événements extra ou la prise en charge de certaines réunions statutaires qui peuvent venir en plus des dépenses liées à l'activité. C'est-à-dire que si les associés doivent se réunir, il y a des dépenses qui vont être générées par ça, mais ça n'a rien à voir directement avec l'activité d'entreprise. Donc, de plus souvent, il est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous demandait de faire aussi cet exercice, d'avoir un regard sur les questions économiques, d'avoir une vue globale de l'entreprise en termes de budget. Donc, la budgétisation complète va aller au-delà de ce que demande une activité et va avoir une vue panoramique un peu de tout ce qui pourrait arriver. Parce que la budgétisation, en son sens, c'est dans la volonté de se rassurer qu'il y aura des ressources ou que les ressources sont bien affectées. Et vous pouvez dire que les ressources sont bien affectées que si vous avez une vue globale de l'ensemble des dépenses ou des produits que pourrait avoir une entreprise. C'est-à-dire, en termes de produits, par exemple, il peut avoir des droits de licence, par exemple, des droits d'exploitation qui viendraient compléter et qui peuvent être des éléments pour compléter un budget, par exemple. Si vous n'avez pas pris ça en compte, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas alors qu'il y a des éléments de revenus que vous n'avez pas pris. Dès le départ, on n'a pas eu de aussi pour pouvoir avoir un revenu dessus. C'est parce qu'on veut avoir d'abord une vue globale. Et quand on va parler de budgétisation tout à l'heure, la finalité, ce serait d'avoir la vue la plus globale possible sur l'activité de l'entreprise. Ne plus se limiter seulement au plan d'action, parce que là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une budgétisation partielle. Si on se limite à faire des budgétisations, un plan d'action, mais il faut aller au-delà pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres éléments qui vont peut-être venir puiser dans la trésorerie qui aurait servi au plan d'action. Ça, c'est peut-être ça l'intérêt qui a démontré que au-delà des différents types de budgets, on peut les stratifier, mais il faut aller vers un budget le plus complet possible. Est-ce qu'on est bon? Donc, ceci dit, comment on s'y prend pour être certain d'avoir fait un super budget, on va dire ça comme ça. Donc, il faut d'abord retenir, c'est pour moi la définition qui me sied le plus en dehors de tout ce qu'on a vu. C'est celle qui apparaît devant vous, qui est la définition que moi je donnerais du budget et qui me semble la plus pertinente. Voilà, donc le budget, c'est juste une traduction financière des ressources requises. C'est-à-dire, avant de parler finance, de plus souvent quand on parle finance, on a tendance à parler très rapidement d'argent, de chiffres. Mais en fait, quand on fait un budget et si vous avez organisé des événements, forcément, la première chose à faire, c'est de décliner les activités. C'est-à-dire, vous allez dire, on va faire X, Y, Z. Quand il y a des 15 activités, la seconde chose, c'est le plus souvent de voir quelles sont les ressources qui seront requises pour mettre en œuvre ces activités. Et après, on peut valoriser ces ressources-là et avoir un budget. Si vous avez organisé un mariage, c'est la logique que vous avez adoptée. Si vous préparez à faire vos dépenses du mois, c'est la même logique que vous adoptez. Et même pour l'entreprise, c'est la même logique. Donc, il n'y a pas à changer de logique parce qu'on parle d'entreprise. En fait, ça sera la même logique que vous avez. Il y a du bon sens dans la définition du budget. Donc, et en tant que budget, le budget, c'est un outil
de prévision et de projection. Ça veut dire, ça vous aide à vous rassurer que ce sur quoi vous engagez, vous pourriez le réaliser s'il s'agissait que des besoins financiers. Ça, c'est pour ça qu'on fait un budget. Quand vous organisez une cérémonie, quand on fait le budget, c'est vous rassurer que les fonds que vous disposez vont permettre de tenir sur toutes les articulations possibles de l'événement. C'est la même chose pour une entreprise. C'est aussi un outil parce qu'après un budget, quand vous l'avez élaboré, il sera aussi intéressant dans la mise en œuvre de se rassurer que ça tient la route. Ou alors, il y a nécessité de faire des ajustements. Et s'il y a des ajustements, il faudra faire des arbitrages. Donc, un budget, ça ne se prépare pour se projeter, mais aussi, c'est aussi un outil pour nous accompagner. Après, c'est un outil de mesure, ça veut dire que ça permet de vous d'évaluer tout ce que vous avez dépensé. Ça vous permet de reficher surtout les dépenses ou les recettes que vous pourrez avoir. Donc, revenant à l'entreprise, qui est ce qui nous intéresse, il faut retenir qu'un budget, pour rappeler à Timine, on a parlé beaucoup de stratégie. Pour faire un budget, c'est d'abord la première chose, il faut que le budget doit être toujours en cohérence avec la stratégie. Et vous rappelez que quand on parlait des hommes et des femmes qui constituent l'organisation, on a bien dit qu'il faudrait se rassurer que les associés et les dirigeants aient un même alignement en termes de vision et d'objectifs. Donc, naturellement, pour faire un budget, il s'agit d'abord, on va faire d'abord une liste des buts et des objectifs. Ça veut dire, quand vous avez fait le diagnostic, vous avez identifié les dysfonctionnements, vous avez mis en place un plan d'amélioration et vous êtes fixé des objectifs à atteindre. Donc, quand vous les avez fixés, maintenant, il faut pouvoir identifier toutes les ressources disponibles. Vous allez faire le point sur où est-ce qu'on va trouver les ressources ou qu'est-ce qui sont à acquérir, qu'est-ce qui sont disponibles, etc. Vous allez aussi vous fixer des données de production, c'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs de production ou des paliers de production et comment cela va se déployer. Quand vous avez fixé tout ceci, vous devez définir les prix, c'est-à-dire qu'il faut toujours connaître les coûts d'acquisition ou les prix de vente de chaque élément qu'on verra dans le budget, dans les éléments budgétaires. Après, maintenant, il faudra, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus de manière plus pratique avec l'outil que je vous ai promis, qui sera là. Dans la suite, ça sera plus pratique, ne vous inquiétez pas pour le moment. Essayons juste de voir quelle est la démarche et puis on verra comment ça peut se mettre en œuvre. Donc, après, maintenant, il faudra identifier les coûts variables et les coûts fixes. En quel est l'intérêt? Les coûts fixes ont de ceci qui se répète, c'est-à-dire qu'ils vont venir chaque mois. Vous avez par exemple le loyer, vous le payez chaque mois. Vous savez que ça va se répéter sur l'année. Alors que les coûts variables vont être liés, par exemple, au niveau d'activité. C'est-à-dire que là, en Côte d'Ivoire, on va parler de campagne de vente. Donc, naturellement, en fonction de la quantité que vous avez commercialisée, vous voyez que le coût d'achat vont forcément varier. Donc, il faudra voir ce qui varie en fonction du niveau d'activité et ce qui sera fixe, qui sera récurrent. Comme je vous ai dit, dans le fichier, on va voir comment ça va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, le fichier, il est pré-rempli et puis on va échanger autour. Donc, dans le cas d'élaboration d'un budget, il y a des éléments qui permettent de se rassurer qu'on aura la bonne démarche. Déjà, on ne dira jamais assez. Gardez à l'esprit que c'est une déclinaison de la stratégie. C'est pour ça qu'on va vous demander de travailler très fortement avec le top management pour comprendre certains éléments. N'hésitez pas à leur poser des questions et aussi même quelquefois de discuter avec les opérationnels parce que ça vous permet de voir les corrélations qu'il y a entre certains éléments. Il faut aussi pouvoir déterminer les indicateurs. C'est-à-dire que quand vous fixez un plan d'action, il faut bien mettre des éléments de mesure. Et aussi déterminer les variables indépendantes, c'est-à-dire tout ce qui constitue des inputs dans le business ou dans l'activité d'entreprise. On verra ça. C'est un outil de simulation. Donc, naturellement, et c'est là où on va
tomber, c'est l'outil de simulation parce que après, l'outil de simulation va vous permettre de sortir un budget en fonction de ce que vous aurez introduit à l'intérieur. Donc, en termes d'outils de simulation, je partage. S'il n'y a pas de questions. Claude. Oui. Oui, il y a le point 3. Le point 3, je ne sais pas si c'est une faute d'orthographe. Il s'est mis définir les inducteurs du projet. D'accord, je vais revenir. OK. OK, les inducteurs de projet. D'accord, d'accord, c'est pas une faute. OK. Les inducteurs de projet, c'est les éléments sur lesquels vont s'appuyer le projet pour se mettre en branle. Après, on va parler peut-être des paramètres du projet. Donc, allons sur le fichier rapidement. Je vais expliquer ça avec le fichier. Ça sera plus... pour moi, ça sera... Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, le fichier est destiné, il vous sera remis. Donc, c'est votre fichier, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes dans une entreprise, déjà, on a parlé tout à l'heure d'inducteurs. Il y a des éléments... Claude. Allô? C'est tout petit, hein? Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir ça? C'est tout petit, il faut se rapprocher de l'écran Est-ce que pour vous voir voyez? ça. C'est mieux comme ça? Oui, oui, c'est bon, C'est c'est mieux? déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà. Donc, il y a des éléments qui vont influencer la vie d'une entreprise. Déjà, le fichier est conçu selon... Il y a les éléments d'ordre fiscaux, c'est égal à la fiscalité. Bon, il est conçu sur la fiscalité camerounaise, hein. Mais on pourra l'adapter, ne vous inquiétez pas. Si on a à peu près les mêmes éléments d'ordre, je crois qu'il y aura à peu près les mêmes éléments partout, on pourra l'adapter et je vous dirai comment. Donc, il y a les éléments d'ordre fiscaux qui sont tout ce qui est impôt, régime d'imposition, avec ces éléments. Il y a forcément des demandes d'ordre de généralité on peut prendre la date de lancement du projet. Est-ce qu'il y a une phase pré-opératoire? Est-ce qu'il y aura des pertes post-récolte? Ça sont des éléments d'ordre général. Après, il y a la politique de financement. Est-ce que vous allez financer sur fonds propres? Est-ce qu'il y aura une subvention qui sera mobilisée, par exemple? Il y a des éléments de politique commerciale, c'est-à-dire, par exemple, les délais de paiement. Voilà. Ici, par exemple, on a pris 60%. On aurait pu mettre du profit, je manipule le fichier que vous voyez. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez renseigner ces éléments simplement. Je peux mettre 45 et puis ça va faire un ensemble de calculs. Donc, des éléments de vente et quelle est la proportion qui sera vendue, par exemple, au comptant. Là, je peux mettre 50% et ça va mettre 50% à crédit. Il y a les éléments d'achat. Est-ce que il y a des éléments de paiement? S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre 0. Et là, vous payez 100% comptant. 100% au comptant. Et ça, pour faire les calculs. Donc, il y a ces éléments-là. C'est des paramètres d'ordre généraux. Maintenant, comme on travaille avec... il peut y avoir des questions d'exportation. On s'est amusé à ajouter les questions de parité. Vous pouvez changer. Ça, c'est franc CFA, c'est la monnaie. On a fait la parité par rapport au franc CFA, mais en fonction de vos pays, vous pouvez mettre la monnaie et puis vous reverrez les parités comme cela aussi. Ce n'est pas le plus gros des problèmes. Bon, ici, on a essayé de lister. Vous allez pouvoir lister tous les produits. C'est un produit fictif. D'accord? Vous listez tous les produits, vous mettez le prix de vente, le coût de production. Et puis ici, on reviendra dessus prochainement. Le module, vous avez la capacité de production mensuelle. On va revenir dessus. Je vous présente juste le fichier un peu comment il est structuré. Après, vous avez les frais généraux. Là, on a essayé de définir un certain nombre de charges. Ça, vous allez discuter en discutant avec le comptable ou ceux qui gèrent les finances, vous pouvez avoir ces éléments dans l'entreprise. Et puis, vous pouvez renseigner. Et puis, il y a une notion que vous allez forcément rencontrer très régulièrement, le coût moyen pondéré du capital, qui est en fait ce qu'on a parlé tout à l'heure du retour sur investissement. Il y a le retour sur investissement qui va entraîner le calcul coût moyen. On reviendra dessus. Naturellement, si vous faites du commerce, il y a des mauvais payeurs. Il y a des mauvais payeurs, donc vous pouvez définir, par exemple, un taux
de perte sur créance, c'est-à-dire forcément, il y aura des mois payés et ça va devenir comme une perte purement et simplement. Après, il y a les charges patronales qui sont liées aux contraintes fiscales et sociales. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les inducteurs du projet. Après, dans le fichier, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une programmation linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, vous avez vu ici où il y a la souris. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Là où il y a la liste des produits. Quand vous renseignez la liste, quand vous mettez les paramètres d'ordre généraux ici, par exemple, liste de produits ici, liste de produits, si je ajoute la jus, par exemple, je fais quoi? Je mets 2 litres, par exemple. 2 litres, je mets n'importe quoi, je mets 5000, juste pour que vous puissiez voir, je mets 2000 là. Le reste, on laisse d'abord. Ou on met, je ne sais pas moi, 6000 capacité de production, on fait 6000. Rapidement, vous voyez que ça se génère là. Ça va apparaître là. À ce niveau, il s'agira pour vous, quand vous voyez le nom du fichier, de la feuille, c'est historique. Je zoome encore, ça va être petit. Je zoome. Vous voyez, c'est historique des... Malheureusement, ça va m'embêter sur la date. C'est historique des ventes. Ça veut dire que basé sur les 2 dernières années, vous allez collecter les ventes qu'ils ont réalisées mois par mois. D'accord? Vous collectez les ventes qu'ils ont réalisées mois par mois. Et puis, avec ceci, le fichier va se projeter et déterminer les ventes qui sont probables, basées sur la programmation linéaire, qui est un élément qui est dans le cours. C'est sur cette base qu'a été conçu le fichier. La programmation linéaire sera calculer les ventes possibles, probables. Et là, ça vous permet de voir quelle sera la croissance de votre marché normalement si tout se passe tel que vous avez pu le faire par le passé. Voilà la croissance qui peut évoluer. Ça vous permet de voir si dans 5 ans, votre capacité de production va tenir le coup ou alors est-ce qu'il faut faire des investissements. Ça va vous donner une tendance et vous pourrez apprécier. Donc, ça va donner. Et là, on va tomber ici. Vous voyez, calcul de la demande en fait. Calcul de la demande ici. Quand vous avez rempli l'historique, ici, ça se génère, la demande se génère automatiquement là. Donc, vous avez 2 produits, par exemple. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis jus de litre. J'ai rien mis, il n'y a aucun élément sur cette ligne-là. Contrairement à la première ligne où j'ai donné des éléments historiques, vous ne verrez aucun élément. Donc, ça va vous aider à calculer la demande tenant compte des paramètres que vous avez introduits. Donc, il sera très intéressant ou très important de se rassurer d'avoir les paramètres les plus fiables possibles. Parce qu'après, les calculs, le fichier va le faire pour vous. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Si je reviens, par exemple là, pour vous montrer la corrélation, je sélectionne toute la ligne et je supprime. Qu'est-ce qui se passe? Si on rentre dans demande, calcul de la demande, vous voyez, c'est vide. Donc, c'est vide parce qu'il n'y a pas d'éléments. Ça permet pour vous de voir déjà les liens qui y a entre les tableaux. Donc, je reviens rapidement là. Voilà, je remets. Et là, ça revient. Maintenant, le 3e feuillet, ce sera les frais généraux. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un ensemble de paramètres de frais généraux que vous devez mettre dans l'onglet paramètres. En fait, à partir de ces frais généraux, ça va faire un ensemble de calculs ici. Ça va faire un ensemble de calculs en termes de dépenses. Si vous vous rappelez, dans le paramètre, il y avait 2500 ici. Ça va calculer les dépenses que vous aurez mois par mois. Ça va calculer les dépenses que vous aurez mois par mois tout au long de l'année. Ça va vous aider à faire ça pour chaque paramètre de frais généraux. Bon, il y a des frais généraux qui ne sont pas paramétrables. Par exemple, les assurances véhicules. Je ne peux pas, d'entrée de jeu, savoir à quel moment vous allez pouvoir faire vos assurances véhicules. Donc, il y aura des éléments que vous voyez là où il y a le vide, où vous devrez compléter manuellement. Ça sera à vous d'aller compléter. Ça, on va le voir progressivement. C'est pas celui-là. Maintenant, c'est vraiment pour découvrir le fichier.
Maintenant, il y a le personnel. Ici, le fichier a deux catégories de personnel. Il y a le personnel administratif. Vous vous rappelez des processus d'entreprise. Le personnel administratif, son recrutement est fonction des dates. Ici, par exemple, c'est une liste déroulante. Je peux choisir, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Là, remarquez bien, je mets cet employé, son recrutement au 1er janvier, par exemple. Je fais défiler là rapidement pour que vous voyez. Vous voyez, 1er janvier, ça met 1 ici. Si vous voyez bien, ça va mettre 1, il est en poste. Maintenant, je rentre le même employé, je le mets par exemple, je mets n'importe quoi, 1er juillet 2021. On revient. Vous voyez, janvier, il n'est plus là, ça fait 0. On va rapidement en juillet et il réapparaît là 1. Donc, le personnel administratif, il y aura une date de recrutement sur cette partie-là. En fonction de la date de recrutement, vous avez mis, il y aura un poste qui sera pourvu à cette date-là. Vous comprenez bien que quand vous êtes dans vos positions, vous pouvez voir à quel moment vous avez recruté X ou Y ressources et ça vous permettra de faire des simulations. Donc, ça, c'est pour ce qui est du personnel administratif. Il y a maintenant le personnel, ce que j'appelle le personnel de production, qui va regrouper les autres fonctions. On a vu là, le processus administratif qui va regrouper tous les autres processus, production, marketing, encore, vous pouvez mettre l'administratif si vous voulez. Ils vont se retrouver ici, position marketing, commerce, vente, aussi peut sauter ici. Là, vous voyez, on a pris, j'ai mis n'importe quoi, hein, c'est pour, ne regardez pas les titres, c'était pour les besoins de développement du fichier et je ne pouvais pas utiliser les données d'une entreprise n'importe comment, donc j'ai mis n'importe quoi qui me venait à l'esprit. Ne regardez pas trop ça, c'est la cohérence des chiffres qu'il faut regarder. Donc, ici, par exemple, on a défini le salaire de base. On a défini le seuil d'embauche. C'est-à-dire qu'à partir de quel niveau de revenu annuel en termes de chiffre d'affaires, on doit recruter pour ce poste-là. Quand vous avez défini ça, vous définissez aussi le seuil plafond. C'est-à-dire qu'une personne qui est recrutée à ce poste, en termes de niveau d'activité, peut contribuer à combien en termes de chiffre d'affaires. Parce que, et ça pose la question de capacité. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui, à lui seul, peut faire un travail qui vous permet de générer 4 millions de chiffre d'affaires au maximum, quand vous passerez à 4 millions 100 000, par exemple, il faudrait penser à recruter. Donc, le fichier va naturellement, une fois que vous avez dépassé ce seuil, devant que vous avez atteint ce minimum, c'est-à-dire le seuil plancher, il va lancer, va pouvoir un poste tel que vous avez vu en haut. Une fois que vous avez dépassé le seuil plafond, il va doubler ou tripler le poste en fonction de comment ça va évoluer. C'est-à-dire que si vous passez, si vous avez à 12 millions de recrutés, le jour que vous faites 12 millions 100 francs, le fichier va programmer le recrutement d'un nouvel employé. Automatiquement, ça, c'est au fur et à mesure. Quand vous êtes passé à 24, donc c'est à vous de définir ces seuils-là. Voilà, pour chaque poste qui sera là, à vous de voir. Dans certains cas, vous aurez des magasiniers, ça peut être un personnel administratif ou un personnel de position en fonction d'un magasin que vous allez voir et des volumes. C'est à vous d'analyser et d'interpréter ça. Ça sera de votre responsabilité de savoir si vous le faites, vous le bloquez en tant que personnel administratif. Ça veut dire une personne dont, personnel administratif, c'est tous les postes dont la variation ou le fait de pouvoir ne dépend pas du niveau d'activité. Et production, c'est tous les postes, là je vous donne l'esprit dans lequel on se fichier, où le recrutement est fonction du niveau d'activité. C'est-à-dire, s'il y a croissance, on va recruter en fonction de l'évolution du niveau d'activité. Mais un directeur général, ça reste un directeur général qui est croissance ou pas. Il y aura toujours un seul directeur général. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est un peu ça l'esprit. Donc, vous allez vous-même, quand vous entrez dans l'entreprise, vous discutez avec, vous avez dit qu'il faut discuter beaucoup avec votre manager pour pouvoir faire des analyses. C'est-à-dire que dans une entreprise qui a un seul commercial et qui a tout un
qui a externalisé sa production, sa commercialisation, vous avez un commercial, on peut le mettre en administratif, il n'y a pas de souci. Mais dans une entreprise où elle a intégré sa fonction vente, vous comprenez que le poste commercial va descendre dans l'équipe de production qui va augmenter en fonction, le nombre de documents commerciaux va augmenter en fonction du niveau d'activité parce qu'elle a internalisé ce truc. Donc, ça sera à vous d'analyser ces différents éléments pour classer les postes. Ici, on raisonne par poste. Et après, quand vous avez défini les seuils, le logiciel va vous aider à identifier à peu près l'effectif qu'il faudra. On est dans la prévision, on n'est pas dans la prédiction. C'est vrai que ce n'est pas exactement ça qui va se passer. On dit ce n'est pas la prédiction, c'est la prévision. Mais il faut être le plus proche possible de ce qui devrait arriver. C'est une simulation pour vous projeter, pour voir à quoi, à quelle sauce serait mangé dans votre projet naturellement. Voilà. Ici, on a des immobilisations. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut que... il y a des immobilisations, moi, je les ai structurées en plusieurs groupes, au-delà de ce que dit la comptabilité ou la finance. Pour moi, en termes d'immobilisation, il y a des immobilisations qui sont liées au poste de travail. Ça veut dire que si vous êtes dans vous êtes tous des experts, si vous recrutez un nouveau consultant ou un employé aujourd'hui, vous comprenez qu'un consultant ne va jamais fonctionner sans ordinateur. C'est pour ça que moi, ici, où le fichier, il a été conçu, partie des immobilisations est conçue en termes de poste de travail. Donc, le personnel administratif, naturellement, vous voyez, il y a l'ordinateur, il y a l'onduleur, il y a tout ce que vous voulez, il y a la table, il y a la chaise, voilà. Donc, quand vous recrutez un nouvel employé qui veut sur le plan administratif, ça va entraîner naturellement l'achat d'un ordinateur, l'achat d'une table et tout ce que vous voyez là. Ce sera la même chose, même pour le personnel de position. Il y a son matériel de position qui va constituer son poste de travail. Donc, vous avez ça pour tous les employés là. Rapidement, pour tous les employés, vous avez d'abord cette logique-là qui a été conçue. Donc, il sera question pour vous de venir indiquer ici, voilà, et le prix de l'équipement à chaque fois. Vous voyez, dès que je mets là, parce qu'il y avait un poste là, il n'y avait aucun élément, ça renseigne rapidement parce que vous allez voir qu'il y a eu des recrutements. Donc, ça sera un peu ça. Voilà. Si j'enlève ceci, vous voyez que si j'enlève comme ça, il n'y a plus tous les éléments qui étaient ont disparu. Même s'il y a des postes là qui sont pourvus, il n'y a pas. Donc, à chaque fois, il y aura un nouveau employé qui sera apparaître. Donc, ce sera à vous de remplir ceci. Voilà, ça c'est la première logique. Poste de travail. La deuxième logique, c'est tout ce qui est, quand vous avez tout le poste de travail, vous avez tout ce qui est tout ce qui est équipement de production transversale, c'est-à-dire les machines, les grosses machines et tout ça. Ici, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main, il y a des coupes laser, ça veut dire que tout ce qui est poste de travail assez transversal de la chaîne de production qui n'est pas lié à l'opérateur, c'est-à-dire que qui va travailler, qui va permettre autonome, vous allez mettre ça ici. C'est ce que j'appelle immobilisation en numéraire, tout ce qui est acquisition. Et numéraire suppose que c'est une acquisition, c'est-à-dire qu'on a payé, il y a eu décaissement de fonds, c'est pour ça qu'on met numéraire. Mais ça n'a pas de lien avec le poste de travail individuellement parlant. C'est-à-dire que ça peut être une chaîne de production si vous êtes sur un jus de fruits. Ça peut être toute une chaîne qui va peut-être permettre de faire le fonctionnement, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Ça sera à vous de voir. Je veux juste que vous captez l'esprit sur le fichier. Il y a tout ce qui viendra comme apport en nature. C'est aussi des équipements qui sont donnés à l'entreprise ou qui sont apportés par un actionnaire, mais qui n'entraînent pas un paiement d'argent. Il n'y a pas eu sortie de fonds. Ça sera renseigné ici. À chaque fois, il sera question de renseigner. Après, on reparlera de comment on renseigne tranquillement. Je suis en train de réfléchir comment rédiger. Là, il n'y a pas encore de guide, mais je suis en train de penser à faire un guide qui va accompagner pour vous aider, qui servira de mémoire pour pouvoir vous aider à apprendre à main mieux le fichier. Après, il y a tout ce qui est maintenant autre équipement. Il y a le terrain, par exemple. Le terrain, vous avez les bâtiments, vous avez les aménagements. On a essayé d'inventorier tous les cas de figure possibles. Il a dit possible. Il n'est pas exclu que j'ai omis certains. Donc, si j'ai omis certains,
n'hésitez pas à me revenir avant la fin de la formation parce que idéalement, à la fin de la formation, il faudrait que ce soit bouclé pour que je puisse vous le remettre à la version finale. Donc, il est en train d'être conçu en fonction avec le relais de la formation, tenant compte des concepts qu'on a vus dans le programme. Donc, après, ici, il y a les amortissements qui vont se calculer automatiquement. Ça, vous voyez, à chaque fois, on a une acquisition. Je remonte très rapidement ici. Je déroule là. On met la durée de vie. Votre rôle, c'est de nommer l'équipement. Ici, vous le nommez. Vous mettez le montant. Vous mettez la durée de vie. Ça, vous pouvez lire votre code des impôts qui vous donnera. Vous pouvez discuter avec un comptable qui va vous donner. Ce n'est pas la chose la plus compliquée. Dans votre réseau, vous pouvez avoir un comptable qui vous donnera la durée de vie ou même l'équipe technique de l'entreprise peut vous donner la durée de vie ou le concepteur va vous donner forcément la durée de vie. C'est à vous de voir. Il y a tellement moins d'avoir. Votre travail, ce sera de collecter les données que vous allez introduire. Donc, mieux vous maîtrisez l'esprit dans lequel est conçu le fichier, mieux vous pouvez collecter vos données. Le fichier se débrouillera à vous sortir tous les calculs que vous voulez par la suite sans que vous ayez trop mal à la tête. Donc, quand vous avez ces éléments, le fichier va naturellement calculer les amortissements. C'est ce que je voulais vous montrer. Partout où vous voyez durée de vie là, d'équipement. C'est pour que ça puisse ici faire calculer les amortissements à votre place, tenant compte des durées de vie que vous avez définies pour chaque année. Donc, après, ici, c'est tout ce qui est crédit. C'est que vous allez mettre ici, dans ces cases-ci, les paramètres du crédit, vous avez mis la date. S'il prend le crédit, à quelle date il va prendre, est-ce qu'il y a un différé, tous ces éléments, vous l'introduisez là avec le montant et il va calculer, je mets n'importe quoi, je mets 10 millions. Je mets 10 millions, je mets période différée 6 mois, je mets frais financiers 100 000, moratoire. Moratoire, période, non, période 36 mois, pardon. Ici, c'est 36 mois, durée du prêt, 36 mois. Moratoire, ça est le différé, 6 mois. Naturellement, vous voyez ici, quand j'enlève. Regardez à ce niveau-ci. Vous voyez, donc ici, voilà. Regardez ces éléments-ci. Quand j'ajoute 6 de moratoire, 6, vous verrez que ça va un peu varier. Il y a des éléments, il y a eu un décalage sur le remboursement. Si vous avez fait attention, j'enlève, je remets. Il y a 9 millions qui disparaît là comme par magie. Donc, pour passer à 10 millions, après le taux d'intérêt 8%, vous avez les intérêts qui se calculent. Ça, votre rôle, c'est de mettre les paramètres. C'est tout ce qu'il y a à faire là. Et la machine, le fichier se chargera d'intégrer les autres éléments naturels autonomes, de faire tous les calculs complémentaires. On a mis la possibilité d'avoir 2 prêts. Donc, si vous avez 2 contrats de prêt, voilà, ça va vous mettre le second contrat ici. Et puis, ça va calculer ces éléments. Après, il y a une notion que vous allez voir qui va revenir, le besoin en fonds de roulement. Donc, il sera intéressant pour vous de lire et de comprendre les concepts, peut-être revenir avec les questions, mais ça va déterminer le besoin en fonds de roulement pour vous naturellement. Et puis, il y a les impôts. Ça, on pourra l'adapter en fonction de vos pays. Je vais vous envoyer le fichier. Donc, après, s'il y a des éléments qui sont particuliers à vos pays, on peut discuter, voir comment le faire. Je ne garantis pas le succès à tout le monde, mais bon, pour ceux qui sont au Cameroun, ils sont assez heureux. Bon, après, le calcul des impôts, naturellement, ça va vous donner pour vos besoins, ça va vous aider à produire un bilan pour l'entreprise. Vous n'avez pas à faire d'efforts dessus. Un compte de résultat, ça va produire un compte de résultat. Tous ces calculs-là. Voilà. Tableau des flux de trésorerie que vous allez entendre parler régulièrement, ça vous produit ça. Et pour mardi, il y aura un autre feuillet qui sera le budget qui va apparaître à partir de mardi. Il est en cours de développement, il est quasiment fini. Donc, d'ici la fin de la session, vous aurez le fichier budget qui va apparaître. Donc, après, ça va faire tout ça. Ça, c'est comment fonctionne le fichier. Il y a ici, et ça, on va utiliser beaucoup ce fichier pour expliquer certains concepts tout au long de la suite de la formation. Parce que tous les éléments que vous allez voir après seront ici. Et je vous exhorte, je vous envoie le fichier renseigné. Je vous exhorte à le manipuler le maximum possible. Ne vous inquiétez pas.
Je vais vous donner manipuler pour le prendre en main parce qu'après, pour pouvoir rendre notre formation pratique, on va s'appuyer beaucoup sur ce fichier-ci. Voilà, un petit gadget qu'on a ajouté, c'est de pouvoir aussi convertir, si vous avez des rapports que vous devez faire et puis vous voulez convertir. C'est pour ça qu'on a mis la parité tout à l'heure en euros, en dollars, je ne sais pas, pour vous avoir besoin d'un rapport, vous le faites et ça vous permet de restituer aussi votre travail selon une monnaie si vous avez à faire, si vous avez ce type de besoin. Donc, voilà. Il y a quelque chose que vous allez voir tout à l'heure, vous avez dû voir dans le cours, la valeur actuelle. On va revenir sur ce que c'est, mais ça va faire le calcul pour vous. Le plus, ce que le fichier va faire, tous les calculs, c'est pour vous. À vous de comprendre les concepts et de savoir les interpréter quand ça fait le calcul pour vous. Ce que le fichier fait, c'est de vous aider à faire tous les calculs financiers. Mais ça dépend fortement de la qualité des informations que vous mettez à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas les bonnes informations, les inputs qu'on disait tantôt, ça vous donnera du n'importe quoi. Mieux vous mettrez les bonnes informations, mieux ce sera en termes de rendu. Donc après, vous avez un ensemble d'indicateurs que ça va, c'est un état de synthèse ici, hein, si vous voulez restituer votre travail, ça fait un ensemble d'indicateurs que ça calcule pour vous avec un graphique et vous pouvez après restituer votre travail sur cette base-là. Donc, il y a un graphique ici qui va vous donner un peu l'évolution du chiffre d'affaires. Maintenant, regardez bien cette évolution. On va revenir sur action capacité. Il y a, quand on fait souvent les business plans, une erreur que font souvent dans la modélisation, c'est qu'on a tendance et c'est pour ça que pour moi, la notion de capacité qu'on parle tout à l'heure est très importante. On a tendance à faire des projections en partant du marché. Mais on oublie que, en fait, l'entreprise ne peut pas faire mieux, ne pourra jamais satisfaire tout un marché si elle n'a pas la capacité de production derrière qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, je vous montre ça très simplement. Revenons sur le produit ici et mettons par exemple, ici, on l'a mis pour les besoins, il n'y avait rien, donc on l'enlève complètement. J'étais sur ce tableau, on voit bien qu'ici, le chiffre d'affaires est de 432 millions. Maintenant, revenons dessus et mettons une capacité à 6 000. Ce qu'elle peut faire maximum par mois, c'est 6 000 produits. Peut-être 6 000 jus de fruits, si n'importe quoi que vous voulez. Vous voyez directement le chiffre d'affaires. Au bout de la deuxième année, il a plafonné son chiffre d'affaires. Donc, même si le marché est de, je ne sais pas moi, 1 milliard, parce que s'il n'investit pas, il ne pourra jamais le satisfaire. Et c'est sa capacité qui va l'utiliser. C'est pour ça que la notion de capacité de position est très importante parce qu'après, ça vous permet de vous rassurer que vous faites des positions financières basées sur ce que peut réellement faire l'entreprise. Maintenant, si on va agir n'importe quoi, 10 000 en termes de capacité mensuelle, ce qu'elle peut faire au plus, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez bien qu'il y a une évolution à peu près égale à celle qu'on a vu tout à l'heure. Et au bout de la 4e année, elle plafonne. Donc, elle ne pourra plus faire mieux que ça. Elle ne peut pas faire mieux que ça. Parce que ce qu'elle peut faire par mois, c'est 10 000. Et là, au bout, avec la croissance basée sur les éléments historiques qu'on a fournis, on se dit, au bout de la 3e année, elle sera en train de plafonner à 10 000 par mois. Ça permet aussi, si vous voyez bien, que le chef d'entreprise puisse préparer des investissements, d'où la notion de budget d'investissement qui est fortement repris dans le cours, d'où la notion de la prévision qui est un outil de projection dans l'avenir, parce que là, il est informé très rapidement qu'au bout de 3 ans, si les choses se passent comme elles sont en train de se passer, il va plafonner et là, il peut se préparer à ses investissements. Donc, voilà à peu près l'outil qui sera mis à votre disposition dans les prochains jours. Dès ce soir, vous aurez cette première version-ci. Il y a 3 points, il y a 3 choses qu'il faudra savoir. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais je vais parler de ces couleurs. Il y a le gris foncé. Le gris foncé, attendez, le gris foncé, je vous montre, le gris foncé, le plus souvent, c'est des listes déroulantes. D'accord? Quand vous voyez un gris foncé, vous avez des listes déroulantes. Je ne sais pas trop. Quand vous avez du blanc, ce n'est pas modifiable. Et si vous essayez même de modifier, ça va refuser.
Donc, le fichier est protégé. Ça veut dire allez modifier tout ce que vous pouvez modifier. Ce sont des formules et à chaque fois que vous touchez un élément qui n'est pas modifiable, il va vous dire c'est pas possible. Il va vous envoyer ce mot-là. Donc, n'hésitez pas à le manipuler, tester, faites tout ce que vous voulez dessus. Et vous allez voir, il y a le bleu là. Voilà, vous pouvez modifier ici. Passe préparatoire 6 mois. Donc, il y aura 6 mois avant qu'on lance le projet. Vous pouvez modifier ici. Vous pouvez modifier la date de lancement. Regardez ce qui se passe si il y a modifié la date de lancement. Mettons le 1er janvier 2024, par exemple. Je reviens ici dans l'historique. Ouais, l'historique va me demander les données de 2022. Parce que j'ai dit c'est 2 ans. Ça commence à 2022. Tout à l'heure, était en 2021. Ici, vous avez 2024 directement. Les dates ont toutes changé. Donc, vous avez toutes les dates qui ont changé automatiquement. C'est que vous pouvez lancer un projet en 2024 et vous vous rendez compte que non, on va le relancer en 2026. Vous allez juste changer la date de lancement et puis le fichier va mettre, tout le fichier sera mis à jour et vous n'avez pas souffrir à changer chaque date sur votre document de synthèse si vous avez un travail que vous devez suivre. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai décidé de vous faire ce cadeau-là. Voilà à peu près ce qui est prévu pour vous aider à mieux prendre en main cette formation et vous accompagner pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions sur le fichier? Joyeux anniversaire, Monsieur Thiago. Merci. Bon anniversaire. Merci. Bon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, c'est nous qui devions t'envoyer des cadeaux. Ouais. Non, mais bon, ça va. Pour une fois, il faut inverser les choses. Est-ce que ce Ça, fichier a un merci. nom précis? Vous pouvez prendre les chiffres dans le fichier là. On vous les donne. Oui. Pardon? Il y a une question sur le fichier. J'ai dit, vous prenez les chiffres d'affaires du fichier comme cadeau. Oh, merci. Oula. D'accord, merci. Monsieur Lafont, vous avez posé une question sur le fichier. Oui, Je Claude, voulais demander Claude, joyeux anniversaire. J'ai une question aussi. Merci. Bon, les questions, merci pour vos vœux. Oui, les questions, monsieur Traoré. Monsieur Traoré? Oui, non, ma question vraiment, c'est très intéressant ce qui a été présenté. Ma question vraiment concerne vraiment, bon, vous dites que vous allez l'envoyer, mais bon, je pense que comme vous l'avez dit, que c'est un document qui va être central par rapport à la formation. Et ma question vraiment concerne véritablement la prise en main de ce fichier-là. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a suivi, mais pendant un temps assez court comme ça, à mon avis, bon, pour des gens, hein, que moi, je suis pas financier, bon, donc je suis beaucoup plus dans ingénieur agronome dans l'agriculture. Voilà, mais maintenant, en tout cas, je pense que, en ce qui me concerne, j'aurais besoin peut-être d'un suivi plus rapproché pour pouvoir prendre en main ce fichier-là. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, la prise en main, c'est ça que je vous ai dit tantôt, il y aura, je suis en train de voir comment rédiger un petit guide, faire une page où je vais donner des orientations pour pouvoir savoir ce qu'il faut renseigner ou pas. Ça, je vais essayer de documenter le maximum possible le fichier. Deuxième chose, c'est ça que vous disiez aussi que je vais vous l'envoyer tel quel avec les données qui sont à l'intérieur pour que vous vous amusiez d'abord avec. Pour voir quels sont les... Ce qui est intéressant, c'est de voir les interconnexions pour le moment. Et après, quand vous avez vu les interconnexions, et avec cette page où on va essayer de donner certaines indications pour pouvoir renseigner ou certains conseils pour pouvoir renseigner, je pense que ce sera très facile parce qu'après, ce n'est que des éléments que vous devez remplir dans le fichier, des inputs, c'est que vous allez seulement vous demander, vous l'avez, vous l'introduisez. Et comme on a essayé d'être exhaustif avec le fichier, ça permet qu'à chaque fois que vous allez voir un poste, si vous avez oublié, vous allez aller chercher l'information. C'est aussi cette volonté pédagogique-là. Il y a quelqu'un qui posait une question sur le nom du fichier. Je n'ai pas suivi la question.
J'ai demandé le nom pour savoir si c'est un fichier nouvellement créé ou qui existe depuis. Bon, c'est un fichier qui a été créé de toutes pièces par ma personne. Donc, je vais le nommer, je vais chercher un nom. Mais il a vocation à être distribué gratuitement dans les jours à venir. Le plus souvent, ça sera partagé. Mais il a été créé dans l'esprit de la formation. En fait, il a été créé dans l'esprit de la formation, tenant compte d'un ensemble d'éléments qui sont vus. Donc, en suivant cette formation, vous pouvez savoir pourquoi X ou Y élément est introduit dans le fichier. On est bon? Je voudrais juste ajouter un additif, c'est que il y a déjà eu cette formation dans les pays anglophones. Et donc, c'est la version francophone que nous faisons. Et donc, au regard des feedbacks, nous avons, Claude et moi, échangé sur des aspects beaucoup plus pratiques. Et donc, il a souhaité mettre un fichier beaucoup plus pratique à la disposition des experts francophones. Donc, c'est un fichier. On pourrait le nommer fichier francophone, juste pour vous chariter. Merci, Claude. D'accord. Oui, Madame Fall. Allô, Madame Fall? Oui, maintenant c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Oui, je disais que l'outil est vraiment intéressant et cela va nous permettre de passer en revue le système financier des entreprises à accompagner. Maintenant, est-ce que cet outil est à mettre à la disposition des entreprises, par exemple, si une entreprise veut mettre des éléments, par exemple, qui sont privés? Par exemple, cela nous arrive beaucoup. Donc, quand on demande des chiffres, etc., en lien avec le système financier, donc on a du mal à les recevoir. L'entreprise préfère les mettre elle-même et envoyer au collège ou bien à un autre programme. Est-ce qu'on va mettre cet outil à leur disposition ou bien c'est à nous de regarder et les utiliser pour les entreprises? Le fichier ou l'outil, c'est le vôtre. L'outil là, C'est le l'outil vôtre. que... Oui, oui, je dis, ce sera le vôtre. Ce sera le vôtre. Euh, c'est pas pour l'entreprise, c'est le vôtre. Après, comment vous l'utilisez, c'est à vous de voir. En tout cas, il est conçu pour vous aider à, moi, l'esprit, c'est d'éviter, vous aider à éviter le maximum d'erreurs possibles dans les calculs. Donc, après, comment vous l'utilisez, c'est votre fichier. C'est pas, si l'entreprise gagnerait parce qu'après, ce type de travail leur permet de voir aussi, ils ont des projections financières que vous leur apportez en plus. Donc, mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous leur mettez à disposition. Là, ça entraînerait toute une pédagogie derrière pour pouvoir enseigner. Oui, tout à fait. Voilà, il a été conçu pour vous. Donc, après, comment vous l'utilisez, ça, c'est un autre débat. C'est à vous de voir. D'accord, merci. Oui, monsieur Mba. Ma question est un peu... je rebondis tout simplement à l'intervenant de tout à l'heure, parce que je cherche encore le lien entre ce fichier et le travail qu'on aura à faire dans les entreprises. Si je reviens un peu au titre de la formation, j'ai l'impression qu'on a besoin d'amener l'entreprise à comprendre ou à prendre la décision par rapport à certaines certifications privées. Oui. Où se positionne le volet certification dans ce fichier? D'accord. Bon, je sais pas, je sais pas si tu veux prendre la question, la problématique d'abandon
ou de taux d'échec des programmes de certification qui a conduit au développement de cette formation, par exemple, je ne sais pas. D'accord. Donc, Monsieur Mba, en fait, je pense que cette formation vient en complément à ce que le Collège ACP a l'habitude de nous faire, qui sont les diagnostics liés à la conformité des systèmes de management pour la mise en place des référentiels agricoles au sein des entreprises. Quand on prend, par exemple, le cas de Global Gap, j'ai eu à faire déjà plusieurs diagnostics pour le COLEAD. Et le constat, c'est que certaines entreprises, aussi bien le COLEAD que d'autres programmes, certaines entreprises se font accompagner, mais derrière, qui n'ont pas une idée claire de leur capacité à pouvoir se conformer aux exigences ou à pouvoir mettre en place les plans d'action qui découlent en fait des diagnostics que nous faisons. Et donc, derrière, ce sont des projets qui sont à la fin, qui ne sont pas achevés. Il y a beaucoup de structures qui n'achèvent pas parce que c'est sur le tas qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus faire, elles ne peuvent plus continuer. D'autres, malheureusement, qui n'ont pas de clients et donc derrière, qui n'ont pas de planification réelle, ne connaissent même pas la rentabilité, souvent sont bénéficiaires de ces projets-là et à la fin, on se rend compte que ce sont des projets qui, soit après la certification, elles ne peuvent plus les renouveler. Et donc, derrière, certainement que c'est cette idée-là on vient là-bas, quelque part. qui a conduit le COLEAD aussi bien à vous envoyer en mission pour faire des diagnostics, pour faire des accompagnements à la certification, mais en même temps permettre aussi aux entreprises de connaître leur état financier, de connaître en fait tout le budget derrière qui puisse leur permettre de pouvoir s'engager dans la certification ou de différer ou de revoir carrément leur stratégie actuelle. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, comme on le disait la semaine passée, ce sont des actions complémentaires, les diagnostics sur le terrain par rapport aux référentiels sont complémentaires à cette étude économique qui va les accompagner. Le conseil est clair, c'est le même constat par rapport aux entreprises camerounaises qui ont pratiquement tout abandonné les démarches à la certification Global Gap, justement parce que à la première année, les experts ont fait le diagnostic, les experts ont accompagné. Le collège a même payé pour certains la première année de certification, mais ces entreprises n'ont pas été capables de continuer à payer. Donc, je m'interroge si on réussira à leur démontrer le contraire à travers ces outils, alors dire que si le marché, si à travers les marchés qu'ils ont, ils ne peuvent pas établir la rentabilité de ces certifications, je ne pense pas que c'est une formation complémentaire peut-être qui va les amener à changer d'avis. Bon, en tout cas, on va jusqu'à la fin. Voici, on aura les outils pour permettre de les remettre de remettre ce genre de certification comme Global Gap dans les entreprises là. Merci. D'accord, merci. Merci pour l'intervention. Je voulais juste dire que l'esprit de la formation, c'est aussi que les experts que vous êtes puissent avoir un regard critique sur est-ce qu'il est pertinent ou pas d'engager une entreprise dans une certification. Et aussi de pouvoir sensibiliser les entreprises à toutes les contraintes que peuvent induire une certification. Par exemple, avec les données historiques, vous avez à peu près à votre niveau une vue sur quelle pourrait être la progression. Est-ce que avec ce niveau de marché, elle va pouvoir tenir le coup, par exemple? Ça, c'est l'esprit. Après, naturellement, la question d'abandon ou pas n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un oui ou non. Donc, il peut y avoir d'autres paramètres, mais au moins au niveau de l'évaluation
du projet, ce serait intéressant d'avoir une vue assez globale. Donc, la formation a pour mission d'élargir, on va dire ça comme ça, à peu près pour le champ de compétences en ajoutant un axe économique à la démarche. Donc, c'est pour ça que il serait bien de regarder aussi, et c'est ça que la formation apporte, des notions comme les capacités de production. Est-ce qu'aujourd'hui, ou par exemple, si le plan, je dis n'importe quoi, le plan va entraîner des ressources humaines, des recrutements, il faudrait faire voir à l'entreprise que voilà le recrutement, est-ce que ça pourrait être tenu? Voilà, ça c'est chose à regarder. Et c'est pas forcément en regardant un plan d'action qu'il l'aura. Voilà, mais avec des prévisions ou une modélisation, par exemple, comme celle-ci, ça peut permettre à l'entreprise de voir plus clair ou de savoir quels sont les engagements qui viendront. Maintenant, est-ce que le format de la mission restera le même? Je ne sais pas. Mais c'est un élargissement de compétences, ça c'est ce qui est certain en termes de formation. Peut-être on va prendre Olivier, après D'accord, Ulrich. merci. Ok, merci beaucoup, professeur. Bon, j'ai Oula, remarqué, professeur. Non. ouais, vous donner le cours. J'ai remarqué, bon, vous avez dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, des choses qu'on peut modifier. Au niveau, par exemple, du statut de l'entreprise, quand vous avez cliqué tout à l'heure, j'ai vu réel simple, quoi, je ne sais pas, coopérative. Ouais. Alors, en Côte d'Ivoire, Oui. on a, par exemple, plusieurs statuts d'entreprise selon le régime d'imposition, parce que l'annexe fiscale change chaque année. Bon, là, par exemple, c'est limité seulement à 3. Oui. Bon, ça. D'accord. Oui, vas-y. Deuxième chose, c'est au niveau, il y a eu un tableau tout à l'heure où il y avait des taux. Tu vois, des taux d'imposition voilà, qui sont vraiment pas identiques, même dans tous les pays. Vous avez dit qu'on ne peut pas modifier. Oui, non, ça, vous pouvez modifier. Les voici. Les voici. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit ce qui est bleu, vous pouvez modifier. Regardez. Ne vous inquiétez pas. Par exemple, Ça, là, je vous ai dit. le régime fiscal, par exemple, vous avez mis réel, simplifié, coopératif. Oui. Oui, ça, on pourra modifier. Ce n'est pas la chose la plus compliquée. C'est-à-dire que je l'ai fait plus pour la législation camerounaise. Ok. D'accord? D'accord. C'est celle que je connais le mieux. D'accord. Maintenant, on peut faire des adaptations pour d'autres législations. Ça, c'est pas un souci majeur. D'accord. Donc, c'est pas un souci majeur. On peut faire des adaptations. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit et puis la prise en main. Voilà. Si c'est capté et que ça peut permettre de... Moi, ça balise tout ce que vous allez voir là sur ce module et les modules à venir. Voilà. Et après, maintenant, ça vous permettra de pouvoir appliquer ce que vous avez vu. Ce que ça fera. Maintenant, les adaptations, ça peut se faire d'un pays à l'autre. Il y a des paramètres qui peuvent être changés. On va s'exercer à prendre ça en main, puis on va voir. Ouais. Il y a Ulrich qui a la main levée. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc, en fait, je voulais intervenir sur la question précédente de la pertinence de cet exercice, quand on voit qu'il y a des entreprises qui s'étaient engagées et qui aujourd'hui ont quitté le champ, n'ont pas pu renouveler leur certification. Donc, personnellement, je crois que cette formation, elle est pertinente et elle devrait aider dans ce sens-là. Parce que le diagnostic, il permet déjà à l'avance de savoir si on s'engage ou pas. Et c'est pas forcément on s'engage ou c'est pas forcément oui ou un non. Mais ça peut être oui, mais peut-être pas pour le moment. C'est une fois qu'on a fait son analyse économique qui est liée au technique et qui est liée au financier, on peut mettre derrière une stratégie qui va s'étaler sur une certaine période, peut-être 3 ans, le temps de se préparer, de maturer un peu plus son organisation, son système, afin de pouvoir ensuite s'engager dans le processus de certification. On peut mettre un processus sur une certaine durée, trouver des clients à qui on va vendre une quantité suffisante qui va permettre de couvrir après tout ce qui est charge de
liées à la certification ou pas. Donc, moi, je pense que cette formation, elle est importante pour ceux qui vont accompagner les entreprises, je ne sais pas si on a des entreprises ici parmi nous. Pour ces entreprises-là, comment est-ce que je fais pour prendre la décision de m'engager ou pas sur un nouveau certificat? Comment je fais pour mettre en place une stratégie pour être plus mature si actuellement mon entreprise n'est pas assez solide pour entrer sur ce marché-là? Donc, moi, c'est en ce sens que je vois la pertinence de cette formation. Parce que quelquefois, embrasser des choses qui sont trop grandes pour nous peut justement avoir pour solution qu'on ne puisse pas durer, surtout quand c'est même les financements sont même venus d'ailleurs. C'est aussi peut-être un indicateur que peut-être qu'on n'était même pas prêt. Voilà, parce que souvent, quand le financement vient d'ailleurs, on ne mesure pas bien l'importance et derrière, on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir le maintenir, quoi. Donc, moi, je pense que cette formation, elle est vraiment la bienvenue et j'espère que les entreprises qui veulent entrer sur ce marché-là vont comprendre l'importance. On citait le cas du Cameroun, mais je crois que l'une des choses qui manque beaucoup au Cameroun, que je vois beaucoup en Afrique de l'Ouest, c'est que, il y a comme une mentalité de business qui est beaucoup entrée en Afrique de l'Ouest quand il est question de l'import-export de produits agricoles. Mais au Cameroun, je crois que j'ai le sentiment que ça traîne un peu, qu'il y a très peu de mentalité de business. De business, c'est beaucoup d'agriculture de subsistance, très peu de personnes qui sont prêtes à engager des fonds, engager des millions pour se lancer dans le marché de la certification. C'est du business. Et j'ai le sentiment que au Cameroun et même peut-être en Afrique centrale, ça manque beaucoup. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a vraiment cette grande mentalité-là du business où les gens sont prêts à mettre des millions. Ils peuvent financer leur certification pendant 2 ans, 3 ans, sans même avoir des marchés. Par contre, chez nous, là-bas, c'est pas toujours, les gens n'ont pas toujours cette mentalité-là que je vais faire. Donc, OK. Oui, maestro. Merci, oui. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est pour aller un peu dans le même sens, pour dire que aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest, moi, je viens du Togo, et dans le domaine agricole, quand nous prenons les filières comme chez nous, les filières de soja, les filières d'ananas, c'est beaucoup de fonds investis dans la certification parce que nos entreprises fonctionnent ou bien la mentalité de nos entrepreneurs agricoles est celle-ci, c'est que une fois que nous nous faisons certifier, nous sommes automatiquement sur la page des certificateurs et ça nous fait trouver des clients. C'est-à-dire que quand Ecocer vous certifie, vous avez la certification. Donc, votre nom est publié sur la page d'Ecocer et ça vous rend visible auprès d'une clientèle. Mais la décision de certification ne devrait pas être, ou bien la démarche vers la décision de se faire certifier ne devrait pas être celle-là, hein. Il faut passer par un travail comme ce que nous sommes en train de faire, la budgétisation, savoir d'abord quelles sont nos capacités et quelle est l'opportunité de se faire certifier et quelle est la viabilité ou bien la durabilité de cette démarche. Est-ce que si je me certifie aujourd'hui, je serai capable de me certifier dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans? C'est d'énormes fonds qui sont engagés, d'où la nécessité, hein, d'une formation comme celle-ci. Moi, je le dis encore et je le dirai toujours. Quand je suis venu à cette formation, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas suivi cette formation plus tôt que ça? Ça aurait permis de mieux conseiller un certain nombre d'entreprises, ne serait-ce que dans mon pays et dans le Bénin à côté. Donc, ça aurait permis de vraiment conseiller ces entreprises-là et d'éviter beaucoup de problèmes et d'éviter aussi beaucoup de fonds perdus. Donc, voilà, c'était pour renchérir par rapport à ce que Richard a dit. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Edo. D'accord, donc, Claude, tu pourras arrêter le partage d'écran. S'il vous plaît, est-ce que Oui, je peux revenir? Oui? Oui, désolé, j'ai levé encore la main là. Je voulais revenir aussi pour apporter aussi peut-être un équilibre, pour se dire qu'en fait, cette formation aussi peut-être ne va pas suffire. Parce que l'une des erreurs aussi qu'on fait souvent,
c'est de penser qu'on va être certifié et les marchés vont courir vers nous. Mais souvent, ceux qui s'en sortent, en plus d'être certifiés, ont une démarche commerciale qui est vraiment adaptée. C'est des gens qui vont communiquer sur Internet, c'est des gens qui vont participer aux foires, aux événements, c'est des gens qui vont aller faire leurs propositions auprès des clients qui vont faire des prospections auprès des potentiels clients, que ce soit à distance, que ce soit par des voyages même. Donc, ce n'est pas juste une analyse où on peut supporter le budget, on peut recruter le personnel, on se certifie et on met son certificat dans le tiroir. Non, derrière, il va falloir communiquer, il va falloir prospecter, il va falloir participer aux événements, il va falloir se bouger sur le plan commercial pour pouvoir maintenir et valoriser cette certification-là. D'accord. Merci bien, Ulrich. Nous allons continuer. Je pense que nous notons les recommandations des uns et des autres, certainement dans le but d'améliorer cette formation pour les futurs participants. Et donc, il y a aussi une anecdote très rapidement. Un client m'a contacté une fois pour me dire qu'il cherchait à se faire certifier Global Gap parce que son client en Europe vient de l'appeler et qu'il doit avoir la certification dans 2 semaines. Et donc, vous voyez qu'aucune planification, aucune programmation. Et lui, comme il a eu le marché, dans 2 semaines, il doit avoir Global Gap. Alors que si il avait véritablement ses études économiques avec une bonne budgétisation, il pourrait lui-même prendre sa décision séance tenante. Et donc, comme on le dit, c'est vraiment des formations complémentaires et qui pourraient toujours être améliorées. Et donc, pour la suite, les facteurs influençant le budget d'investissement, comme on l'a vu dans le document, comme on l'a vu sur l'application, il va falloir la disponibilité de fonds, les fonds de roulement, la structure du capital, le rendement du capital, les décisions de gestion, les rendements de capital, la décision de gestion, nécessité du projet, méthode comptable, politique gouvernementale, politique fiscale, gains, bénéfices. Et comme Claude l'a dit, je pense que dans un premier temps, il va envoyer le fichier. Rassurez-vous, je vais lui mettre la pression pour qu'il fasse, au-delà même de faire un petit commentaire, il serait plutôt intéressant de nous faire un tuto vidéo. Bon, Claude, on verra. Un tuto pour pouvoir faciliter la prise en main des participants. Oui, on verra. D'accord. Je ferai la police pour vous auprès de lui. Je pense que le tuto sera utile. Voilà. Donc, je ferai la police pour vous auprès de lui. Ça sera très utile. Pour qu'à la fin de cette session, ce soit beaucoup plus pratique. Parce que, ça, comme le disait Traoré, ça serait forcément pas évident pour quelqu'un qui, à la base, ne manipule pas ces genres de fichiers, qui n'est pas économiste à la base. Mais bon, je pense que Claude fera quand même le nécessaire afin qu'à la fin de cette session de formation, ce soit un outil vraiment pratique pour vous, pour nous, afin que pour les missions futures, on puisse les utiliser de façon intéressante. Et également, nous sommes tous conscients que ce seront des missions qui ne seront pas de longue durée, et donc il serait intéressant d'avoir des outils qui puissent nous permettre de faire des travaux sur le terrain très, très rapidement. Et donc, c'est ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Mais le module se poursuit jusqu'au mardi. Et donc, on aura l'occasion de le maîtriser, de le pratiquer. Et nous avons le module 3 et 4 qui se feront toujours avec cet outil. Et à la fin, on aura une simulation. Et donc, si éventuellement, on va véritablement l'adapter à une étude de cas sur la certification pour que ce soit beaucoup plus pratique pour nous tous. La prochaine session se fera le mardi 22. Le mardi 22 à 9h à la même adresse. À 9h. Et donc, il serait vraiment intéressant qu'on puisse s'organiser pour être à l'heure. Mardi 23. Mardi 23, d'accord. Mardi 23? Oui. Mardi prochain, c'est le 23. La correction est faite. La correction est faite. Donc, le mardi 23 à 9h.
Donc, on va ouvrir nos caméras. Mais avant d'ouvrir les caméras, si vous avez encore des questions, et par la suite, nous allons ouvrir nos caméras pour ceux qui peuvent pour la photo de famille. Christelle? Oui, merci beaucoup pour la parole et merci aussi pour les enseignements. Je ne sais pas, dernièrement, je n'étais pas là, je n'ai pas assisté à la séance de mardi et je suppose qu'on a fait la répartition des groupes pour les travaux collectifs. Et moi, je ne sais pas si on peut m'insérer dans un groupe pour qu'on puisse faire les travaux ensemble ici. Déjà, rassurez-vous pour les sessions où vous n'êtes pas présent. Vous pouvez toujours visionner on met les vidéos sur la plateforme. Et donc, je pense que pour les 2 sessions, pour le module 1, vous l'avez sur la plateforme. Et donc, pour ce que nous venons de faire, nous allons le mettre sur la plateforme par la suite. Mais pour les travaux de groupe, je pense que le mardi, en fait, on essaie de vous laisser bien lire, de vous laisser les pratiquer. Et en session, en présentiel, on va vous mettre en sous-groupe pour pouvoir essayer de mettre ensemble ce que vous avez fait en individuel. Donc, rassurez-vous, s'il y a des travaux de groupe, on vous informera. D'accord, merci. D'accord, donc pour la journée, nous allons faire la photo de famille. Ça va? Ça va. Zakpa, c'est quoi? Tu attendais de mettre le parfum? Non, on va mettre le parfum et puis on prend la photo alors. D'accord, ok, je lance. Ok, merci. Bon week-end. Bon Je week-end. vous retrouve tout à l'heure sur la plage. Bon week-end. Bye bye. Ok. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Oui, Et à allez, bon mardi. week-end à tous. Ça va. Bon week-end à tous. Merci. Bon week-end. Mais on a oublié certaines personnes à cette attente. Oh. Je t'envoie quand même les différentes photos. Hein. Ça permet aussi de voir les présences. Mais on a oublié les gens à cette attente. Quand la formation du jour est terminée, nous allons nous